Bonsoir. Jean-Pierre Améris. Merci Stéphane. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre d'être là, ça nous fait très très plaisir. Je disais à table, il y a un truc rigolo avec Jean-Pierre Améris, c'est que nous on ne s'est jamais vraiment rencontrés, parce que Marie, la programmatrice du Méliès, a décidé que c'était le cinéaste le plus sympathique du monde, et elle m'a interdit de le recevoir à sa place. Donc je profite des vacances de la programmatrice de Méliès pour enfin recevoir Jean-Pierre Améris, qui doit être à la hauteur de sa réputation, et qui du coup est venu avec les 2 tiers de l'équipe. C'est quand même pas mal. Ben, c'est normal, hein, au Méliès, ça fait toujours plaisir de faire une avant-première ici. Il est magnifique, on le sait. Et en effet, très heureux de vous montrer ce film en avant-première. Il sort la semaine prochaine, là, le 28 juillet. Ce film donc, est adapté d'un roman de Sorge Chalandon. Sans doute certaines ont lu certains de ses livres. Vous savez, il a été journaliste, reporter de guerre à Libération pendant 30 ans. Là, maintenant, il écrit au Canard enchaîné. Et dans ses livres, Mon traître, Le quatrième mur, Retour à Quilibec sur la guerre en Irlande, il était souvent question de violence, de guerre, mais aussi de mystification. C'est souvent l'histoire d'un personnage qui se fait avoir aux histoires d'un autre, aux fictions d'un autre, avant de se rendre compte que tout est faux. Et avec Profession du Père, qui est sorti en 2015, il nous montrait, il nous donnait la clé de cette thématique, puisque dans Profession du Père, c'est un livre autobiographique qui nous raconte son enfance dans les années 60, à Lyon, et comme moi, à Lyon, et avec un père mythomane. Un père, voilà, vraiment acteur, quoi, et inventant des histoires, et dans lesquelles il entraînait son fils. Donc, avec Olivier Delbosque, qui est là, le producteur du film, on a été évidemment bouleversé, captivé par cette histoire. On a eu envie de l'adapter. Je vous raconterai plus tard le travail d'adaptation avec Muriel Magellan, qui est la scénariste qui est là. Mais il m'a semblé qu'au-delà de l'histoire captivante, c'est vraiment l'histoire de Sorge Chalandon en majeur, mais qu'on pouvait tous y retrouver quelque chose de nos enfances, et moi le premier, de cette inquiétude qu'on a à 10 ans, quand on ne comprend pas trop les violences du monde, les conflits entre les parents, et toutes les choses qu'on prend sur la tête quand on a 10 ans. Alors je suis content de ce soir, en effet, si je peux vous les présenter, donc de présenter le film avec 2 des acteurs du film, donc Jules Lefebvre, qui joue le rôle d'Élie, donc le voilà, le héros du film. Bravo Jules. Et Tom Lévy, qui joue Lucas. Il doit être dans la salle bien Tom Lévy. Voilà. Et alors que vous connaissez, parce que je crois qu'il a Tom Lévy, donc je l'ai découvert dans le très bon film de Michel Leclerc, La lutte des classes. Absolument. Tourné à Montreuil, c'est vous dire. Voilà, je suis content de présenter le film avec vous. Donc, si vous avez des doléances après, il ne faudra pas que les faire à moi. Vous aurez donc la scénariste, le producteur, et vous avez même la monteuse du film, Anne Souriau, qui est dans la salle. Et alors voilà, donc il y a des... On peut l'applaudir, oui. C'est marrant, mais la monteuse va toujours dans la salle. Excellent. Il y a la monteuse aussi, elle a il y a 2 jeunes acteurs un peu prometteurs, mais moins connus que les 2, là, Audrey Dana, donc, qui joue la maman, et un nommé Benoît Poulvord, voilà, en qui je crois beaucoup. C'est le 3e film que je fais avec lui, voilà, j'essaye de le soutenir. Donc voilà, ça fera bien plaisir d'en parler avec vous après, en tout cas. Jules, tu veux dire un mot? Oui. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez aimer ce film. Ça m'a tenu vraiment à cœur de tourner dedans. J'espère que l'histoire va vous toucher. Jean-Pierre Améris, il a donné beaucoup, et Tom vit aussi. Donc vraiment, j'espère que vous allez aimer. Je dis beaucoup de fois, j'espère que vous allez aimer, mais franchement, j'adore ce film parce qu'il y a des très bons acteurs et un très bon réalisateur. Il est très très pro. Jules, tu veux dire un mot? Tom, pardon. Bonjour à tous, du coup. La sortie du film, du coup, elle a été reportée beaucoup de fois à cause du Covid. Du coup, là, c'est très chouette qu'il sorte enfin. 2 ans après. Ouais. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Et bon film. Tu as grandi depuis le film, ouais, c'est vrai. Et à tout à l'heure, alors. Merci beaucoup à tous les 3, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, papa. C'est normal, il y a un petit temps de latence. Merci beaucoup. Merci bien. C'est très beau encore. Jean-Pierre Améris, Jules Lefebvre, Merci. Muriel Magellan, la co-scénariste,
Et Olivier Delbos, le producteur, et Tom, qui est dans la salle aussi. Bien, Tom, là. Si tu veux, bien. Tom Lévy. Voilà. C'est bien 5. Il marche pas le tien Mais si, tu vois. Et on a la monteuse du film, Anne Souriau, voilà. Mais, hein, Et Anne Souriau, la qui est là, monteuse du depuis film. les remarques sur le montage, elle est là. Je sais pas où, mais elle est là. On n'hésitera pas à la solliciter. C'est la même place que la monteuse du film d'Afsia hier, qui n'a pas voulu venir sur scène non plus. Il y a un truc. Il y a un truc avec les monteuses. Les femmes de l'ombre. Voilà. Alors, peut-être on commence assez simplement. Je pose 2-3 questions, puis après on passe la parole à la salle pour un jeu plus interactif. Mais est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu, toi, comment tu as découvert ce livre-là? Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as pensé que c'était un film dans lequel tu pouvais t'investir et probablement investir une partie de ta propre histoire? Parce que finalement, y compris dans les témoignages de Sorge Chalandon, il y a une forme de mixité qui s'instaure entre ton propre parcours, ta propre histoire familiale et ce que racontait le livre. J'ai vraiment, en effet, toujours aimé les livres de Sorge Chalandon. C'est un auteur que j'ai toujours admiré. Mais là, avec ce livre, en effet, ça a été un grand bouleversement de plein de choses. Voilà, et qu'il évoquait comme ça, de savoir que c'était vrai, que c'était son histoire. Et quand même, en effet, ça a fait remonter des choses. Bon, ça n'a rien à voir avec son enfance, bien sûr, mais vraiment, ça faisait remonter des choses sur l'inquiétude à 10 ans, qui était restée bien précise. Vous avez vu, notamment sur les scènes à la table, pourquoi papa humilie maman, pourquoi il fait remarquer qu'elle fait du bruit, pourquoi il y a toujours cette tension quand même. Et donc, tout ça m'a vraiment touché. Je me suis dit que voilà, je pouvais peut-être me glisser dans son histoire. J'ai su que c'est Olivier Delbos qui avait les droits du roman, donc on s'est vu. Et on a parlé du roman, de nos enfances, Olivier, à voir vraiment aussi avec ce sujet. Et on a fini par tomber d'accord pour que je puisse le faire. Donc ça, j'en suis bien content parce que voilà, c'était vraiment important en effet. Et Sorge Chalandon, donc, a été vraiment formidable, parce que dès le départ, donc, c'était notre idée avec Muriel aussi. Moi, je n'allais faire que l'enfance. C'est clair, lui, dans son livre, il parle aussi de l'adolescence, qui est vraiment terrible. Mais c'est le temps de la révolte, etc. Et aussi de l'âge adulte, bien plus que nous dans l'épilogue. Et je lui ai dit, moi là où je m'identifie, c'est vraiment à l'enfant. Je reconnais cette inquiétude et tout notre enjeu, c'était de faire un film entièrement du point de vue de l'enfant. Comment, quand on est enfant, voilà, on doit faire avec tout ce qu'on ne comprend pas. C'est ça qui m'avait marqué, aussi bien la violence du monde, les conflits entre les parents, et comment faire son chemin parmi tout ça. Il nous a laissé vraiment une grande liberté. Et puis après, Muriel s'est débrouillée avec tout ça, parce que le roman était très non chronologique, et nous on a suivi notre fil rouge de ce jeune garçon qui va aller vers la séparation. C'est-à-dire arriver, moi c'était mon but, d'arriver à ça, c'est-à-dire c'est toi qui es fou papa, c'est pas moi. Montrer un enfant qui est sous emprise en effet, mais qui arrive à un moment donné à revenir au réel. Alors, avant de passer la parole à Muriel comme co-scénariste, je veux bien qu'Olivier, tu nous racontes, donc tu avais acquis les droits bien avant de savoir que le roman intéressait Jean-Pierre. Quand, comment, pourquoi? Ça m'arrive d'abord, je suis lecteur, je lis aussi, et puis les éditeurs qui me connaissent m'envoient des épreuves, souvent des romans, premier, deuxième, troisième. Donc avant parution. Voilà. Et tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que j'avais écouté Sorge parler de son roman à la radio. Je connaissais également l'écrivain, comme Jean-Pierre, et j'ai tout de suite eu envie de lire le livre. Là, j'ai pas reçu en épreuve. Et ça faisait écho également à mon intimité, à mon enfance, et tout de suite, j'ai acheté les droits sans metteur en scène, sans auteur. Je me suis dit, je trouverais bien quelqu'un pour le faire, et ça a été très rapide, parce que non seulement l'agent de Paul Ward a fait savoir que Benoît, qui est un grand lecteur aussi, quelqu'un de très littéraire, qui lit beaucoup, avait très envie d'interpréter ce personnage. Donc indépendamment de Jean-Pierre. Exactement. Il a déjà fait ça. Avant que Jean-Pierre se manifeste, il se trouve que Jean-Pierre, on se connaissait bien. Déjà, ça fait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Et quand Jean-Pierre m'a appelé, on a déjeuné et tout de suite, le courant est passé déjà avant, mais la manière dont il voyait le livre, c'était totalement celle que j'imaginais. Je connaissais Muriel, avec laquelle j'avais déjà travaillé aussi, dont j'étais en famille, et donc c'est allé très vite. Voilà. Muriel, du coup, tu peux nous raconter à quel moment tu interviens dans cette chaîne-là de création et d'écriture du film, et du coup, qu'est-ce que toi, tu pouvais apporter comme élément différent, puisqu'il y avait déjà cette chose très forte de l'empreinte du livre, plus le vécu, j'allais dire, du réalisateur, mais un peu du producteur. Quelle place tu trouvais, toi, dans la possibilité de t'approprier et de créer ensemble ce projet?
j'avais moi aussi mon lot de névrose familiale. Donc, comme tout le monde. Ça peut être utile pour faire le film et pour le voir aussi, accessoirement. Ouais. On va demander d'ailleurs. Oui, on va demander oui, un par un. Pas de névrose. Je connaissais les folies, les hôpitaux psychiatriques et ce que ça fait dans la famille. Donc j'étais aussi très émue par le texte de Sorge. Et puis ça m'amusait aussi comme écrivain, donc scénariste, de m'emparer de cette matière et de la trahir ou de la traduire et de faire un travail un peu de passeuse entre le roman et le film, c'est-à-dire comment percevoir la vibration de ce livre, peut-être son essentiel, et de l'amener vers l'univers de Jean-Pierre, que je connais bien, puisque j'ai beaucoup travaillé avec lui. Donc, faire ce travail de pont entre le roman et le film. Après, il y a une part qui est donc vibratoire, c'est nos histoires, et il y a une part aussi technique, de choix, d'enjeux, de sacrifices, que je fais moi dans un premier temps, et puis je confronte à Jean-Pierre. Ça veut dire que les scènes qui tombent du livre, par exemple, c'est toi qui les proposes à Jean-Pierre. Tu dis cette scène-là, ce chapitre-là, ça m'intéresse moins. Alors, en l'occurrence, sur ce travail-là, ça a été le cas parce que j'ai déjà travaillé des adaptations avec Jean-Pierre, et c'est ensemble qu'on faisait ce travail de sacrifice, ou même quelquefois c'est arrivé qu'il le fasse seul, donc qu'ils me disent ça on le fera pas, ça on le fera pas, mais là en l'occurrence il travaillait, donc j'ai pris la main et je fais moi des propositions, et on a fait des séances de travail où je lui disais je pense qu'on peut garder ça, donc ça je peux mettre là, ça je l'ai mis là, et après il valide ou invalide les choix. Je comprends pas tout de suite. Hein, non. Oui, il faut des explications, c'est ça travaille en même temps. Il y a un peu non. On va peut-être demander tout de suite aux deux garçons, du coup, comment ils se sont retrouvés dans ce film. Enfin, vous avez passé un casting classique, Jean-Pierre vous connaissez déjà, vous aviez déjà fait des films. Racontez-nous, l'un et l'autre, Tom d'abord, donc. Comment tu t'es retrouvé embarqué dans l'aventure de ce film? Déjà, j'ai joué dans un autre film, du coup, peut-être que Jean-Pierre. J'ai vu. Ouais, voilà. La lutte des classes. Ouais. La lutte des classes de Michel Leclerc, de Bagnolet. Voilà. Il n'est pas tout à fait de Montreuil, on l'annexe de temps en temps, hein, mais... Et du coup, il nous a appelés, on a fait le casting, et puis je crois direct, genre, on était tous s'entendait bien. Et du coup, voilà quoi. On était grave potes. Non mais du coup moi j'ai fait aussi un film comme lui, mais pas aussi voilà. Duel. Pas aussi quoi? Pardon? T'as dit pas aussi quoi? Voilà, c'était donc j'ai fait un casting. Juste avant j'avais fait un film en 2017, Duel de Olivier Massé-Depas, je sais pas si vous connaissez. Voilà, du coup j'ai fait le casting pour Profession du Père, et voilà, j'ai fait le casting, j'ai appris les textes, j'ai fait des scènes, et puis voilà, je suis partie du casting, je suis allée visiter le Sacré-Cœur, et puis le jour même, il y a Jean-Pierre Améris qui il m'avait plu, enfin voilà. Donc tu l'as choisi quoi. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est bien comme casting. Ouais. Non mais et du coup maintenant puis je suis revenue en fait le jour même, hein. Je suis revenue et on a testé des scènes, il m'a raconté son histoire, c'était vraiment chouette, belle rencontre et bonne relation. C'est vrai, je dis pas ça pour rien. Mais voilà quoi. Je confirme. Bravo. Je confirme. C'était Jules. Et en effet, vous savez, un casting pour un réalisateur, c'est pas savoir qui joue mieux qu'un autre, c'est pas ça, c'est attendre le coup de cœur, coup de foudre, qui vous avez envie de filmer et qui a envie d'être filmé par vous. C'est ça qui fait l'étincelle quand même entre un acteur, une actrice et un réalisateur. Et en effet, aussi bien Jules que Tom, c'est de cet ordre quand même, une sorte d'évidence. Mais c'est ce qu'on attend dans le casting, c'est vraiment cette évidence. Le voilà, la voilà, quoi, c'est deux. Et puis on a fait un essai à tous les deux et ça fonctionnait vraiment bien.
Et Jules avait ça déjà dans ce film Duel, ça m'avait attiré, mais ce regard, hein, cette innocence comme ça, cette curiosité. Il faut dire que quand on avait commencé le casting, hein, tu te souviens, on se disait il faudrait peut-être mieux des garçons de 13-14 ans, hein, votre âge aujourd'hui, là, parce que on peut tourner plus longtemps quoi, avec eux, 6 heures, je crois, hein, de présence. Voilà, là c'était 4 heures. Et ça marchait pas du tout, quoi, avec les 13-14 ans, parce que déjà un pied dans l'adolescence, hein, et déjà plus dans la croyance. Hein. Moi, ce que je voulais capter, hein, saisir, c'était la croyance. Hein. C'est quand même un film sur la croyance dans les histoires de papa, mais histoires en général. Moi, j'ai passé ma vie dans le cinéma à aimer les histoires et à vivre protégé dans le cinéma et dans la fiction. Donc j'en dis les dangers, là, mais en même temps, hein, le frisson. Et donc ils avaient vraiment ça, ce pied dans l'enfance. Aussi bien l'un que l'autre. Et pour Tom, il avait cette fragilité dont m'avait parlé Serge Chalandon, puisque c'est sa grande culpabilité, hein, ce qui est arrivé à ce Lucas, hein, qui, comme tout ce que vous avez vu dans le film, est tout de même arrivé à Serge Chalandon. Et il en reste vraiment avec mauvaise conscience aujourd'hui. Qu'est-il advenu de ce jeune pied noir, comme ça, qui a fini en maison de correction? Moi, je disais toujours, c'est quand même un peu la vraie victime du film, hein, de cette histoire, et de ce système empoisonné de l'embrigadement. Hein. Castor le père, hein, tout malade qu'il soit, c'est quand même l'embrigadement. Hein. C'est les mêmes principes, hein, de raconter des fictions, des délires, mais qui, chez des gens fragiles, ont de l'effet. Et ce Lucas, hein, Tom l'incarne vraiment bien quoi, dans sa fragilité, ce besoin, quand on est faible, de trouver un maître. C'est un peu ça. C'est vrai. Bah oui, il joue très bien Tom Lévy, franchement. Ah non, mais je tiens à dire aussi que Jean-Pierre Améris, il dit qu'on était enfant, sauf que lui, il a quitté l'enfance, et moi, je suis toujours dans l'enfance. Voilà, même si j'ai 13 ans, on dirait que j'ai 10 ans, en fait, donc voilà. C'est un plaisir de tourner avec vous deux, en tout cas, c'est bien sincère. Hein. Et d'ailleurs, c'était le cas, Benoît Poulvorde et Audrey Dana, quand même, étaient quand même, hein, on peut le dire, fort épatés, Benoît Poulvorde. Hein. C'est pas non plus, hein, il est comme moi. Enfin, quoi, un perdre de l'année, oui, on peut le dire. Il va perdre, non, mais au début, il disait, oh là là, tout un film avec un enfant, méfions-nous, il va piquer la vedette. Et surtout, il s'inquiétait pour avoir fait déjà 2 films avec lui. Il disait, me connaissant comme tu es, je dis pas son mot, quoi, mais tatillon. Si, vas-y. Tatillon. Casse-couille, quoi. Casse-couille, voilà. Et donc, il dit, mais l'enfant, au bout de 8 jours, il va plus en pouvoir avec toi. Tu vas lui dire, ah non, ça c'était bien, mais là, au milieu de la réplique, tu vois, tu peux faire ceci, cela. Parce que moi, je dirige les acteurs jeunes comme les acteurs vieux, quoi, ou adultes. Et je fais vraiment pas la différence, moi. Et il avait peur de ça, et dès qu'il a commencé à jouer avec Jules, qu'il n'a pourtant rencontré que la veille du tournage, il a su qu'il avait vraiment un partenaire, enfin c'est Audrey aussi, hein. C'était vraiment un trio, quoi. C'était le bonheur, hein, de filmer ce trio, quoi, dans les scènes de table, notamment. Et entre tous les deux, bah, ça fonctionnait aussi vraiment. Donc ça jouait, quoi. Mais c'est le sujet du film, hein. C'est quand même le jeu, c'est l'artiste. Bon, alors je vais prolonger le jeu. En fait, comme on se connaît pas bien, tu sais pas que les questions, Méliès, qui sont des trucs qui n'existent pas ailleurs, et qui sont interminables, en général un peu en forme de ruban de Moebius. J'en pose une, puis après on passera la parole à la salle juste pour vous poser, mais parce que ça va être... Non, c'est que moi je trouve que la force du film et sa particularité, mais le risque qu'il prend aussi, c'est que, et tu l'as en partie dit dans ta réponse comme ça, de façon détournée, mais c'est que spontanément, un spectateur face à cette histoire, il devrait être à 2000% du côté du père, parce que le père est le représentant de la fiction. Et que, par ailleurs, le père est le représentant de l'enfance, parce que quand même, l'idée d'avoir un ami imaginaire, Ted, et de se raconter des possibilités de super pouvoir, et d'agir sur le monde, et donc la particularité du film, c'est que on nous met face à un enfant fasciné par une figure héroïque qui est celle de son père, et on a envie, nous aussi, de croire à ces histoires et de se demander ce qui est inventé, pas inventé, est-ce que vraiment il a fait du judo, est-ce que vraiment il est héroïque, est-ce qu'il a fait se rencontrer les frères Jacques, etc. Et donc on est embarqué dans ce film fictionnel. Les compagnons de la chanson, pardon, j'ai confondu, je battrai ma coulpe jusqu'à 2h du matin. Merci, ouais, le public est impitoyable. Mais, évidemment, et tu l'as dit là aussi, la particularité du film, c'est que ce personnage-là, qui devrait être celui qui nous fascine, nous emmène, nous produit une image en miroir du réalisateur, est en même temps, quand même, une forme de pervers, dans le sens où il produit de fait une emprise, non seulement sur son enfant, mais sur sa femme, et que cette emprise produit quand même de la violence, d'une façon ou d'une autre, et que du coup, ça conduit tout ça à une espèce d'enfermement destructeur,
dont le personnage de l'enfant en particulier doit pouvoir s'échapper. Voilà. Donc je voudrais savoir comment vous avez travaillé cette contradiction-là pour faire en sorte, à l'écriture et à la mise en scène, de rester dans la séduction de la fiction tout en arrivant à incarner le danger que ce personnage représente pour sa cellule familiale. Vous avez 2 heures. Olivier. Ah non, les êtres de lâcheté ne sont pas possibles. Muriel. Non, moi, je ne sais pas si je vais répondre à cette question précisément, mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup, comment dirais, presque ému, mais aussi intéressé dans ce travail, c'est que nous, notre matière, les auteurs, les réalisateurs, c'est la fiction. Et la fiction nous sauve, en réalité. C'est parce que nous lisons, parce que nous écrivons, parce que nous créons des histoires, que nous nous sortons de nos noirceurs et de nos zones d'ombre. Et tout à coup, la fiction m'est apparue comme un danger. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose là, justement, sur le fil, en équilibre, en fait, à traiter. C'était comment faire que cette fiction soit à la fois jubilatoire et à la fois vécue comme dangereuse. Et je pense que la clé de ça, enfin, il m'est apparu en y pensant que la clé de ça, c'est que nous écrivons fiction, tout simplement. Nous écrivons roman, nous écrivons cinéma, nous écrivons c'est faux. En réalité, nous envoyons le signal que c'est faux, alors que lui ne le fait pas. Et ça change tout, en vérité. Ça devient vertigineux de danger. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Ça répond Mais complètement. en revanche, là où je ne vous suis pas tout à fait, Stéphane, c'est quand vous dites pervers, enfin moi c'est mon hypothèse. Je sais, je l'ai dit par provocation pure. Non, mais que le père n'est pas pervers. C'est pas quelqu'un qui dit, voilà, je vais bousiller mon fils, comment, mais c'est vraiment, en effet, un malade, quoi, hein, c'est-à-dire, hein. Et puis, voilà, ça avait des échos, en effet, avec moi, ce que j'ai pu connaître, hein, c'est vrai, hein, des hommes, je pense que c'est plus masculin que féminin, mais qui sont tellement dans le ressentiment, qui sont tellement dans la... Son premier mot, c'est la guerre, quand même. Hein. Quand il entre, les premiers mots qu'on entend de Poulvord, c'est la guerre. Donc c'est des hommes en guerre, quand même, contre un réel, voilà, qui ne les a pas satisfaits. Hein. Ils sont pleins de frustration. Et c'est ça qui m'avait marqué, moi, étant enfant. Hein. C'est vrai, voir un père gueuler devant la télévision à 2 cm, enfin, j'étais content de pouvoir remettre ça en scène, hein, parce que c'était en effet tragicomique. Hein. Mais voilà, quoi. Et je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais beaucoup de spectateurs, là, dans toute cette tournée de débat, me renvoient ça, quoi, qu'aujourd'hui, ils seraient sur les réseaux sociaux à dire on va décapiter Macron, c'est Bill Gates qui a inventé le virus, voilà, on veut pas. Il y a un rapport au complotisme. Et qui sont, c'est beaucoup, j'adore, vous savez, la psychanalyste, la philosophe Cynthia Fleury, qui a fait un beau livre sur le ressentiment. Et c'est vrai que c'est vraiment le thème, c'est le ressentiment. Et des hommes qui créent un univers imaginaire pour pas affronter le réel, quoi, et qui, du coup, reportent sur la cellule familiale un pouvoir qu'ils n'ont pas dehors, quoi, et du coup, humilient leur femme ou tapent leur gosse, quoi. C'était plutôt ça. Parenthèse, cette dimension-là du film fait écho à un film qui était à Cannes, le dernier film en compétition de Joachim Lafosse, qui s'appelle Les Intranquilles. D'accord. Et notamment sur cette question-là de comment le livre qu'adapte Joachim Lafosse, c'est L'Intranquille. Et il choisit de se focaliser sur les conséquences sur la famille de cette intranquillité du personnage principal qui incarne le géant. Ce qu'on cherchait, hein, aussi, hein, c'était quand même que ce ne soit pas très confortable, quoi, hein, qu'il soit difficile. Moi, réalisateur n'est pas procureur, hein, donc hein, qu'on ne puisse pas dire... voilà, évidemment, le père, c'est inexcusable, mais en même temps, voilà, je ne suis pas juge, quoi. Et c'est la question de Poulvord. Vous savez, c'est mon 3e film avec Benoît Poulvord. J'aime vraiment ce garçon. Je voulais que ce soit lui avant même de savoir qu'il aimait ce roman. Donc, hein, mais je le voyais là, justement, pour servir ce ton tragicomique. Hein, je voyais vraiment que lui. Mais son entourage professionnel, vraiment, le dissuadait, quoi. Hein. Son agent, hein, on peut le dire, hein, m'a appelé en disant « Je suis contre que Benoît fasse ce film. C'est vraiment mauvais pour son image. » Quand même, ce personnage est odieux, il est raciste, il humilie sa femme, il tape son fils. Il se dit, vous savez, voilà, quoi, je peux avoir connu ça et aimer, quoi, quand même, malgré tout. Et c'est tout l'enjeu du film, hein, c'est comment raconter ça avec amour, quand même. Et c'est comme quand on est gamin, on aime inconditionnellement. Enfin, moi, je sais pas, j'aimais mes parents, quoi, avec ça, il me manque, et avec tout ça, quoi. Hein. Et heureusement, Benoît n'a pas écouté son agent. Hein. Mais la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que tu l'aimes, ce personnage de père ?» Je lui ai dit bah, « Bien sûr, oui, je l'aime. » Et comme
j'aime la mère, comme j'aime le petit, comme j'aime Lucas. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie avec les personnages. On dit que c'est des fois un peu à l'excès, mais j'ai un besoin voilà, d'empathie avec les personnages. Et c'est vrai que je l'aime, parce qu'encore une fois, n'excuse pas ce qu'il fait. Lui rendre l'humanité. Et pour ça, Poulvord était fort quand même. C'est-à-dire, et du moment où il savait que j'allais l'accompagner là-dedans, que c'était pas le mettre au pilori, le père méchant, il pouvait y aller, si j'ose dire, et se donner. Qui pose la première question? Moi j'en ai une complètement anecdotique, mais attends, je passe la parole à juste après. Tu connais le film de Charlotte Sivera, Louise l'Insoumise? Ah oui, j'aime beaucoup. Et il y a un vrai rapport avec le film. Il ressort bientôt, il était présenté à La Rochelle en tout cas. Très beau film. De Charlotte Sivera, et on va le montrer. Charlotte Marlandais. Oui, absolument. Et il y a un vrai dialogue entre les deux films. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. D'abord, félicitations pour le film et bravo aux comédiens aussi. Alors, je voulais savoir pourquoi dans le titre profession est en singulier et non au pluriel. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, Émile, alias Jules. Alias Jules, oui, dans le film. Est-ce qu'à un moment donné, il met son profession sans SANS? Est-ce que c'est pour ça? Je pense, en tout cas, c'est le titre de Sorge Chalandon, c'est le titre du livre, et lui il l'a mis parce que c'était un vrai problème pour Sorge. Chaque année, il fallait mettre donc, la profession de son père, profession du père, comme on mettait, je ne sais pas si on le fait toujours, ça à l'école, toujours. Et lui, ça changeait tous les ans, Un coup, c'était parachutiste, un coup, c'était alpiniste, un coup, c'était héros de la guerre, enfin. Et c'est du coup, c'est Sorge qui prenait tout ça parce qu'on lui disait, mais vous êtes affabulateur, tu racontes n'importe quoi, Sorge. Donc c'est lui qui se faisait engueuler, et du coup, il avait fini par mettre 100, voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas mis au pluriel. C'est vraiment le côté scolaire, profession du père. C'est très judicieux, je trouve, le titre, parce que normalement, un père, ça a une profession, sauf que lui, il est mythomane. Je crois que vous l'avez compris. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a, sans S, je réponds à la question, mais je trouvais que c'était judicieux. Tu es là pour ça, vas-y. Quoi? Tu es là pour ça. Oui. Ah, oui. Mais je trouvais que c'était très judicieux le titre parce que normalement c'est une profession. Sauf qu'en fait, non, lui, le père, il croit qu'il a plein de professions. Enfin, il ment à son fils. Et le fils, il a un peu tombé dans le piège du père parce que le fils, il croit à tout ce que dit son père, c'est normal. Tout enfant croit à son père. Et du coup, j'ai l'impression que le père en profite un peu de ça. Et il s'imagine une vie qu'il aurait voulu avoir. Et voilà, je crois. Il le dit très bien, Sorge Chalandon. Il sort un nouveau livre, là, à la rentrée de septembre, qui s'appelle Enfant de salaud, et qui revient sur la figure du père. C'est quand même l'histoire de sa vie, bien sûr. Mais le père, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé plein de documents sur lui au tribunal de Lille, devant lequel était passé le père à la fin de la guerre. Il avait peur de découvrir que ce soit une sorte de Lacambusien ou enfin d'un femme collabo, et c'était plus compliqué que ça. Mais c'est un homme qui n'avait pas aucune idéologie, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout pas d'identité, en fait, qui endossait des costumes, et qui est passé du costume du résistant au collabo, soldat allemand, enfin vous verrez, c'est fascinant. C'est donc une sorte de Zelig, vous vous souvenez de Woody Allen, c'est quand même un homme qui joue, Et c'est vrai que c'est difficile, un papa ne doit pas être enfant avec son enfant, mais c'est quand même un homme qui joue, quand même. Et c'est ça qui a dû toucher Poulvord aussi, c'est quand même aussi sur le jeu, sur l'acteur, sur la fiction. Et à un moment donné, dans la vie, voilà, il faut savoir revenir à la réalité. C'était notre hypothèse, Muriel, si j'ai bien compris, c'était ça, c'était que ce qui fait revenir à la réalité, c'est la trahison du père chez le proviseur. Oui. D'un coup, c'est ça que tu as ressenti, peut-être aussi. C'est un rôle très intéressant pour Benoît, je trouve. Et là, d'ailleurs, Benoît, des fois, on nous dit mais quelles étaient les scènes les plus dures? On me dit souvent ça a dû être la scène des coups de ceinture qui a été dure à tourner. Et franchement, non. Pas du tout. Tu peux témoigner? Pas du tout, c'était même chouette. Parce que, voilà, jouer la violence, on le fait jamais dans sa vie, et pour une fois qu'on peut le jouer, il faut le faire à fond, quoi. Et pour ça que j'ai des coups de ceinture derrière mon dos. Non, mais la pire scène pour moi, c'était... ça paraît pas, mais en fait, on était dans une salle de bain, très petite, et il faisait 40 degrés, c'était en pleine canicule à Lyon. Et vraiment, il y avait une piscine qui m'attendait, donc j'en avais marre. Je devrais pas me plaindre, mais là, quand même. Et du coup, c'est ça la pire scène, parce qu'on a vraiment... Il y avait une oppression, il y avait 30 personnes dans une seule même pièce.
Jean-Pierre était... Oui, dans la scène où il me montre le pistolet dans la salle de bain. Et Jean-Pierre était... il voulait ce qu'il voulait, donc il était un peu... voilà. Non, mais non, pas casse-couille, mais un peu. Mais vraiment pas beaucoup. Mais oui. Tatillon. Mais voilà, c'était ma pire scène. Mais pourtant, les coups de ceinture, franchement... ma maman, elle pleurait, mais c'était vraiment chouette, quoi. Et d'ailleurs, souvent tu dis, c'est quand même les scènes avec l'arme qui te faisaient le plus bizarre. Et je crois que même Quentin, tu montres l'arme à Lucas, toi aussi, ça te faisait ça un peu, hein? Et aussi, juste pour revenir à la chaleur, genre, c'était en été, du coup, mais on devait faire des scènes d'hiver. Du coup, à chaque fois, on avait des gros manteaux, tout ça. Et la scène où on était dans la cabane, il y avait un feu au milieu, c'était insupportable. Voilà, mais c'était drôle quand même. Et sous la neige, quand même, en pleine canicule. C'est ça qui est chouette aussi. Justement, il y avait quand même, j'espère, un écho avec le cinéma, quand même. Ce sont des images de cinéma, c'est un imaginaire d'enfant, mais moi, j'ai plongé dans le cinéma et ça m'a bien sauvé la mise, vers 11-12 ans, comme ça. Et c'est un imaginaire de cinéma, on est nourri de ça. Et quand il va mettre la lettre anonyme, comme ça, rajouter du brouillard, quoi. Le policier qui arrive dans la brume, enfin, pour moi, c'est Fogg, quoi, Carpenter, sans prétention. Mais c'est du film de genre, quoi, avec Jules, on adore les films d'horreur et tout ça. Et même la neige, voilà, c'est la petite marchande d'allumettes. Enfin, voilà, c'est quand même un imaginaire d'enfant que j'ai quand même un peu. Oui, tu dis que le cinéma t'a sauvé à 11-12 ans, mais le film raconte aussi ça, parce que c'est le dessin qui sauve. Comme le dessin, en effet. Ouais. Comme le dessin, en effet. Et d'ailleurs, Chalandon le raconte dans son livre, c'était son cas avec le dessin. Mais tous, on a ça quand même, et j'encourage toujours, moi, les adolescents en difficulté, il faut trouver sa passion, il faut trouver son territoire, et pour pouvoir justement ne pas se laisser engloutir par la névrose familiale et dire, ce qu'il dit à la fin, c'est toi qui es fou, papa, c'est pas moi, quoi. Et moi j'ai mon territoire à moi. C'est quand même important de... Bon. Bonjour. Moi je trouve qu'il a eu de la chance à l'école déjà avec son prof de dessin, qu'il avait repéré tout de suite qu'il était un fabulateur un peu, mais bon, peut-être elle connaissait l'environnement familial. Mais ce qui m'a surpris, moi, le plus, enfin, moi, en plus, je connais Sorge personnellement en tant qu'amie. Je suis lectrice depuis le premier roman, et je l'ai connu quand il était à Libé. Moi, je travaillais à Révolution. Donc, on se connaît bien, enfin, on se connaît. Et donc, moi, ce qui m'a étonnée, c'est la réaction de la maman à la fin. Quand elle est à l'hôpital psychiatrique en train de parler avec le médecin, moi, là déjà, lui, visiblement, son fils était adulte, et elle reconnaissait toujours pas... elle était dans le déni, elle aussi. Complet, oui. Et ça m'a surpris. C'était en effet dans le livre de Sorge, sa mère, qui l'a encore d'ailleurs, est dans un déni absolu. Parce que moi, je pense... Bien sûr, son père, il était parti à l'ouest, ça c'est clair, mais il cherchait l'amour de son père. Il voulait l'amour de ses parents. Son père. Ouais, il aimait son père. C'est beaucoup d'amour, mais entre les trois, c'est l'amour familial. Et sur la maman, c'est vrai que Sorge dit, c'est plus... c'est beaucoup plus la mienne que la sienne, qui n'était pas du tout aimante. Elle était froide, il dit, j'aurais aimé avoir une mère comme Dana dans le film. Et moi, je voulais montrer ça quand même, ces femmes aussi, à la fois soumises, qui endurent, qui vont sécher. C'est une très bonne actrice. Audrey Dana, elle est vraiment excellente, et c'était pas évident. Elle était vraiment bien. Elle joue vraiment bien son rôle de soumise. Pas que. Elle joue aussi. En fait, elle est. La maman, elle est entre les deux. Donc la maman, elle veut protéger son fils. Mais vers son mari, elle a peur qu'il touche son fils et elle. Et donc elle est emprisonnée. Et c'est pour ça la scène au balcon qui est bouleversante. C'est vrai, c'est bouleversante. Je trouvais que le mari, il prend vraiment contrôle d'une femme. Et je trouve ça vraiment pas chouette. Je trouve que c'est bien réalisé. Oh, mais l'époque, elle était quand même... Non, mais vraiment, la maman, elle joue vraiment bien. Et elle pleurait, et, je vous l'avais vu. Mais... Elle a vécu des choses. Mais c'est vrai, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais en effet, il y a des gens qui disent elle aurait pu intervenir, cette mère, ou quand il lui fait faire la nuit des exercices militaires. Mais c'est pas si facile. Moi, j'avais fait un film sur la violence conjugale il y a 15 ans, pour la télévision, et rencontrant beaucoup de femmes battues, on voit bien combien c'est difficile. Il faut partir au premier coup, il faut partir à la première gifle ou même à la première humiliation verbale. Mais en même temps, une grande majorité ne part pas pour plein de raisons.
Et parce que oui, raison économique, le regard des gens, la peur aussi hein, de l'échec absolu d'une vie, l'espoir comme ça que ça va revenir, mais non, c'est un passage. Et c'est vrai qu'Anne Souriau, la monteuse, hein, tu te souviens, hein, je ne sais pas où tu es, mais elle disait toujours la phrase la pire, tu te souviens de ce que c'est après avoir passé la nuit sur le paillasson, la maman qui dit à son fils j'ai eu de la chance, papa m'a ouvert avant que les voisins sortent. Mais voilà, moi j'ai bien connu ça quoi, et tout ça, et de toujours retourner les choses. Voilà, quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, alors l'épilogue, hein, on en a beaucoup parlé de cet épilogue, on a hésité même. Hein, et moi j'ai toujours besoin de réconciliation et d'apaisement. Hein, donc je ne peux pas faire un film hein, où il n'y a pas quand même, ça n'arrive pas, hein, vers une transcendance ou un apaisement. Et c'est vrai que donc c'est pas du tout dans le livre, hein, ça, la demande de pardon du père via le personnage imaginaire. En revanche, qui est de Sorge et qui est une merveilleuse idée, c'est les cartes hein, qui ouvrent le livre, hein, ça ouvre le livre, et c'est Muriel en revanche qui a rajouté la réplique parce que c'était plus simple. Hein. T'as vu, j'ai reconnu. Hein. Nous, on a mis à la fin en fait l'épisode des cartes après avoir beaucoup hésité. Est-ce qu'on commençait par, comme dans le roman, où on gardait Hog et l'adulte pour la fin du film. Et c'était des discussions de nous trois. D'ailleurs, je me souviens, Olivier, que tu nous as incité hein, à le mettre plutôt à la fin. Et je crois que c'est très juste en montage. On avait la première partie de l'épilogue au début, hein, à un moment donné. Hein. Et puis c'est vrai que ça tombe bien quoi. Oui, et puis à l'écriture du scénario aussi. Voilà, l'écriture, ça se fait vraiment par couches comme ça, par discussion, par réaction et digestion aussi, parce qu'on fait beaucoup de deuil de choses qu'on a aimées dans le roman, puis de deuil qu'on a aimé de ce qu'on avait écrit nous-mêmes. Et puis après, en tout cas pour le peuple scénariste, à un moment donné, on passe le bébé au réalisateur. Et là encore, on sait qu'il y aura des deuils à faire au moment où on verra le film, parce qu'il y a encore des choses qui disparaissent. Mais cette succession de regards et de sensibilité, ça fait un film à l'arrivée. Est-ce que pour vous, parce que c'était plus simple à la fin, ça sonne comme une excuse de la maman de ne pas justement avoir pris la responsabilité de sauver entre guillemets son fils plutôt d'Éric Losbert? C'est une réponse, c'est pas une excuse je pense, mais c'est pour ne pas le laisser sans réponse. Parce que je crois que c'était compliqué de laisser juste... Je disais que c'était compliqué de laisser sans réponse cette question. De le laisser une fois de plus sans clé. Donc je crois qu'elle elle lui dit ça pour lui donner une réponse. C'est pas une excuse, je pense. C'est presque là, pour le coup, je rejoins Jean-Pierre, une marque d'amour. C'est sa façon... Elle allait ne pas le dire, et finalement, elle le dit, et tu m'amèneras ton fils, alors. Voilà. Du coup, ça peut reprendre. Les choses peuvent reprendre. Oui, alors... Mais surtout, je pense que se taire, c'est plus simple, souvent. Et voilà, et que... c'est beaucoup plus courageux de dire les choses, d'ouvrir sa bouche, quoi. Donc c'est une manière également de lui dire j'ai capitulé, quoi. J'ai préféré rien dire plutôt que parler, quoi. C'est un mec que j'avais vu. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Hein. À tout vu. Enfin dire, reconnaître j'avais vu. Complètement. Vraiment, j'ai adoré ce film, comme j'ai adoré le livre d'ailleurs. C'était ma motivation à venir voir votre film. Les acteurs sont vraiment superbes. Enfin, je trouve que ils s'accordent tous très bien. Non, mais c'est étonnant comme chacun a trouvé sa place. Et alors alors je suis psychologue, et alors je trouve que c'est d'une justesse dans la souffrance de chacun des personnages qui est merveilleuse, quoi. Je trouve que voilà, il y a de la loyauté, il y a tout le panel de la souffrance de l'enfance et de la psychose d'un père quand même.
Il n'y a pas de perversion, moi j'en vois pas du tout. Je vois vraiment un personnage en souffrance. Chacun a sa place, hein, aussi bien la mère que le père, que le petit garçon, que du coup Lucas. Mais vraiment c'est d'une justesse merveilleuse et je le conseillerais. Tant mieux, merci. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Encore merci pour ce film, il était vraiment bien. Mais j'avais une question plus aussi pour la dame qui a fait le montage. Elle est là. En fait, on voit souvent un fond de noir. Et j'ai pas vu le film. Mais est-ce que c'était chaque chapitre ou pourquoi en fait c'est en fond du noir souvent? Ça donnait une très bonne ambiance, au contraire. Et j'aimerais comprendre le but. Des fondus au noir comme ça, les... C'est pas des Et oui, pourquoi t'as mis des fondus au noir? Tu me l'as demandé. Donc Anne Souriau, la monteuse, elle a fait un beau travail. Pourquoi les fondus au noir Pardon. Vous êtes très années 80. Je ne pense pas que ça soit très années 80. En tout cas, moi, quand je revois le film là aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est l'énergie. Et pour moi, la fin de ces fondus au noir, c'est aussi, on est passé à quelque chose d'assez paroxystique, dans la violence, dans la douceur, et hop, on fond au noir et on repart dans autre chose. Et je trouve que c'est des ellipses, en tout cas de temps, qui sont aussi émotionnellement fortes. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Mais je ne sais pas si c'était aussi conscient pour moi au moment du travail avec toi. Et moi j'aime bien aussi dans le côté référentiel. Et moi j'adore Truffaut, tout ça, donc j'ai quand même pas fait ces fermetures, tu sais, dans les films de Truffaut il faisait des fermetures à l'iris, le rond, j'ai quand même pas fait ça. Mais quand même il y avait un petit côté comme ça, parce que c'est un cinéaste auquel je pensais, c'est quand même un des rois des films avec enfants. Bonsoir et bravo à vous six déjà. Moi j'ai une question pour Jules. Là on te voit, tu es très heureux, tu es très heureux, tu es très content, tu as la joie de vivre. Est-ce que pendant le film, pendant le tournage, tu avais aussi, entre les scènes, entre les moments, les jours de tournage, tu étais aussi toi-même ou est-ce que tu avais ce personnage très dur qui te reprenait En fait, pour moi, être acteur, c'est être dans son personnage quand on dit action, et quand on dit couper, c'est redevenir Jules. Ou le nom que précise, voilà. Mais, je crois que cet enfant a 34 ans. Enfin, non, 36 déjà. Ouais, d'accord. Non, mais en fait, voilà, j'étais moi, maintenant, comme ça, avec Benoît et tout. Et quand on disait action ou prépare ou moteur, là, j'étais Émile. Donc voilà, là, j'étais vraiment Émile, j'étais dans l'histoire. Mon père était mythomane, et voilà. Et moi, je trouve que c'est ça qui fait un acteur, je trouve, pour moi. Et j'espère que j'ai bien réussi. Et quand on disait couper, j'étais Jules, voilà, je kiffais ma vie, et voilà, j'espère que ça s'est senti aujourd'hui, mais... C'était ça aussi. Et oui. Ouais, à peu près pareil, hein. C'est quand il y avait la préparation et tout, tu te mettais dans le rôle, tu te remémorais les passages qui étaient censés s'être passés avant, du coup. Et donc tu rentrais complètement dans ton rôle, et après, au coupé, tu redevenais toi-même, quoi. Et juste une dernière fois, j'aimerais bien vous dire aussi que c'est un peu bouleversant, je trouve, de changer de personnalité. Moi, je me croyais comme un malade. Je devenais Émile et puis Jules. Dans ma tête, c'était quand même... mais voilà, et c'est ça que j'aimais bien, c'est faire plusieurs personnages. Parce que jamais tu vas faire militaire ou pompier en même temps dans ta vie. Tu vas faire ça dans un film, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est cool d'être acteur. Voilà. Bonsoir. Bien évidemment, j'ai beaucoup aimé votre film. Merci. Que le père soit très malade, c'est indéniable. Ça a été la démonstration de tout le film. Cependant, je trouve qu'on a oublié de parler de l'origine vraisemblable de cette maladie. C'est la guerre. C'est un homme qui revient de la guerre d'Algérie. Et comme nombreux de ceux qui reviennent de la guerre, que ce soit de la guerre du Vietnam, du Kosovo, que sais-je, ce sont des hommes qui ont été touchés par la guerre, par les horreurs qu'ils ont vues de la guerre,
Et que bien évidemment, ils n'en reviennent pas. Ils sont pris dans la mort. Et je trouve que c'est important de le dire, parce que, comment dire, il est toujours... C'est très juste, hein, et en effet, son premier mot, hein, c'est la guerre, c'est un homme en guerre. Hein. Le père de Chalandon a été marqué par son passage dans la guerre, hein, même s'il l'a passé un peu en biais. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a mis de différent par rapport au livre. C'est vrai que je reconnais, hein, moi ma mère disait toujours, mais papa, il a été traumatisé à la guerre d'Algérie, hein, tandis que le père de Chalandon était plus âgé et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, c'était vraiment la guerre d'Algérie. J'ai longtemps cru que c'était la guerre d'Algérie, puis après je ne comprenais pas. Je disais, mais la guerre d'Algérie, c'est 54-62. Et non, et en fait, bon, c'est des hommes qui ne parlaient pas, quoi, hein. C'est ça le grand regret, hein, en plus, hein, c'est qu'on n'a pas parlé, quoi. On voit bien, moi j'ai beaucoup de compassion, en fait, hein. Je me dis, c'est voilà, des gens qui ont souffert, quand même, hein, qui se sont beaucoup gâché la vie, papa comme maman, ou quoi, enfin, mais c'était pas la guerre d'Algérie, c'était le service militaire de 2 ans qu'avait fait mon père en 45-47, et donc c'était déjà des événements très violents, hein, sétifs, hein, et autres, et c'est vrai que voilà, j'ai sûrement eu quelque chose de ça, quoi, hein. Je me dis, moi, si à 20 ans, si on nous avait renvoyés sur des terrains de combat, enfin, c'est terrible, hein. Et donc, il y avait ce trauma, et sûrement cette révolte, quoi, hein, cette violence, hein, mais qui trouvait à s'exprimer que sur le corps familial, quoi. C'est ça. Et vous avez raison, hein. De toute façon, la guerre est très présente, hein, chez Chalandon, reporter de guerre, il le dit lui-même, hein, madame peut le confirmer sans doute, mais il a été voir les guerres pour, quelque part, trouver une réponse à tout ce qui a nourri son enfance. C'était en permanence, c'est la guerre, quoi. La vie est une guerre, quoi. Le dehors est dangereux. Mais alors que finalement, là, ce qui était intéressant aussi à mettre en scène, hein, c'est que normalement le foyer familial est le refuge, alors que là, c'est le lieu de l'inquiétude, hein, quand même. C'est un trauma. Même. Sur un plan cinématographique, tu peux nous expliquer un tout petit peu quel choix tu as fait par rapport au traitement des archives ? C'est pas vrai. J'ai volé la question de la suivante. Bah ça, c'était un plaisir, hein, d'abord. Hein. C'est la première fois que je faisais un film avec des archives, donc un grand plaisir. Hein. Puis c'est tous mes souvenirs. Hein. On était tout le temps devant la télé. Moi-même, l'amour du cinéma est aussi beaucoup venu, hein, avec la télé, quoi, hein. D'abord parce que c'était bien, au moins comme ça on s'engueulait pas. Donc, hein, j'ai toujours adapté la phrase de Saint-Exupéry, vous savez, quand on s'aime, on regarde dans la même direction, mais nous, on regardait vers la télé, ça calme. Et donc c'était de remettre de Gaulle, c'est vrai que c'était... Et puis alors le pompon, hein, là où j'étais vraiment content, hein, c'est pour la soirée du réveillon, c'est vraiment ce qui passait le 31 décembre 1961. On a vu à l'INA, quoi, hein, les 3 heures de programme, et je peux vous dire que c'est plus culturel qu'aujourd'hui. Hein. Tout ce qui passe pendant le réveillon, tu sais, les clowns, Bourville, le piston, là, le piston, et après Michel Simon pendant que tu dors, quoi, hein, les Michel Simon qui chante Mémé. Et donc j'étais hyper content évidemment de faire un film avec Bourville et Michel Simon. Vous imaginez bien. C'était dans le livre ou c'est vous qui l'avez rajouté? C'est nous qui, voilà, hein, ça c'est nous qui l'avons rajouté. Même ces choses de réveillon. Moi, j'ai pas une passion, hein, pour les fêtes de fin d'année, hein, je trouve que c'est des moments dangereux, mais c'était l'occasion, hein, voilà, de aussi dire cet amour qu'il y a entre les parents, quoi, hein, pendant que le petit dort, mais qu'ils n'arrivent plus à dire, quoi. Ils sont tellement enfermés, quoi. C'est la prison, quoi. Enfin, sans être bergmanien, mais c'est quand même la prison, hein, quand même. Hein, dans le roman, il y a en fait les 2 réunions, il y a Noël et le 31, et chacun est traité dans le détail. Et donc nous, on a fait le choix de réunir ces deux réveillons à une seule soirée. On a mêlé des choses qui se passaient le 24 avec le 31. Voilà. J'ai une question pour les enfants. Je suis très admirative de votre travail si jeune. Je vous pose plein de questions. Comment avez-vous été formé? À quel moment dans votre scolarité vous avez été sensibilisé premièrement à la littérature? Est-ce que vous avez fait des classes théâtre? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous avez lu le livre de Serge Chalandon? Est-ce que en ce moment vous lisez toutes sortes de littérature, de textes différents comment vous travaillez avec votre imaginaire? Enfin, j'ai plein de questions. c'est quoi ta formation? Sais pas comment vous évoluez là-dedans et comment vous avez démarré, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment... Merci beaucoup.
Et du coup, bah, personnellement, Jules, je sais pas pour toi, mais moi j'ai fait un peu de théâtre, mais voilà, un peu. Et par rapport au livre, bah ouais, je l'ai lu un peu avant le tournage, le livre de Sorcha London, du coup, et je recommande, c'est très bien. Et en ce moment, bah, je sais pas, ouais, je lis un peu. Je lis par exemple, je donne des exemples. Petit pays de Gaël Faye, voilà, c'est très bien. Et t'as envie de continuer à jouer? Oui, bah oui, j'adore ça. J'adore, voilà. Et la toute première fois que tu as été choisi, ça s'est passé comment? Bah, c'était pour la lutte des classes, du coup j'étais en CM1 et en fait c'est des casseurs qui sont venus à mon école et qui ont repéré des enfants. Après j'ai passé quelques castings et voilà, mais c'était pas un truc de théâtre qui voilà. D'accord. Tiens. Et Jules, toi, la toute première fois? Désolée, mais je viens juste de vous dire aussi que en fait c'est pas du travail, il n'y a pas de travail, une notion de travail, c'est du jeu, c'est de la plaisanterie, il n'y a pas de... Voilà, il y avait des restrictions, il fallait quand même faire le film, mais il y avait toujours une bonne ambiance, c'était pas pour moi travail, c'est pas une notion de travail, c'est du jeu, donc acteur, pour moi ça rime jouer, faire des funneries, je sais pas si ça se dit, mais voilà, jouer, voilà, c'est ça qui est cool. Et oui, du coup, sur le tournage, il y avait une très 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 bonne ambiance. Mais après, du coup, quand ça tourne, faut rester pro quand même. Et voilà. Mais sinon, c'était très fun, voilà. On veut tous faire un film avec Jean-Pierre Améris, bravo. Ah oui, et votre question, c'était aussi... Comment t'as commencé, quoi, le premier? Ta formation. Ah oui, est-ce que tu Ah. dis quoi? Ah non, pas du tout, j'ai pas fait de théâtre. Non, mais actuellement, qu'est-ce qui vous attire dans la littérature, le cinéma, le théâtre, ça Pour l'instant, je suis dans ma phase jouer dehors. Et oui, je sais, j'ai compris, mais je voulais juste vous dire ça maintenant. Mais je suis plus dans l'histoire mélancolique vers... je peux pas vous citer parce que moi, je suis pas très littéraire. Je fais beaucoup de musique, voilà. Mais c'est vrai que je suis pas dans le théâtre. Voilà, je cherche des projets, s'il y a un truc qui me plaît, ben voilà. Pour moi, ça reste du jeu, ça reste de la plaisanterie. Et j'essaie de faire ça plus tard. J'aimerais vraiment gagner ma vie avec ça, parce que être acteur, pour moi, c'est mon rêve. J'ai pas envie de travailler chez Lidl ou un truc comme ça. Donc, non, mais vraiment pas, il n'y a pas de honte. Mais pour moi, c'est mon rêve. Et j'essaie d'y arriver. Donc voilà, il faut beaucoup de chemin, il faut monter, mais voilà, j'essaye. Et donc voilà, moi je fais beaucoup de musique, je fais aussi des films tout seul sur mon téléphone. Voilà, c'est pas comme la qualité de Jean-Pierre, c'est beaucoup mieux, mais voilà. Non, mais voilà, je suis pas trop dans la littérature, j'aime pas trop, je trouve ça pas très chouette. Je préfère plus écouter de la musique ou raconter, ou ma maman raconte des histoires, ou voilà, je trouve ça cool. Bah oui, ça reviendra, mais ça viendra. Mais par exemple, quand je suis à l'école et quand je dois lire, pour moi c'est une obligation. Et moi j'aime pas, c'est pour ça que j'aime pas l'école, parce qu'on m'oblige des trucs. Et moi la vie, on est sans le savoir, on meurt sans le vouloir, donc il faut quand même profiter de sa vie, quoi. Et moi je trouve ça... 37 ans. Je vois pas d'autre explication. Mais lire, c'est profiter de sa vie. Tu verras ça. Tu vas découvrir. Moi, c'est découvrir la nature et voilà. Mais tu peux alterner, tu peux lire dans la nature. Et du coup, je voulais dire aussi, du coup, quand on joue, quand on regarde un film, quand on lit, quand on fait du théâtre, bah du coup, en fait, on s'échappe un peu, quoi. On s'échappe de la réalité, on se plonge dans un autre monde. Bah ouais. Et du coup, c'est bien. Je te recommande de lire. Yes. Pardon, hein. Merci, non, mais fais comme chez toi. Après, moi, je suis dans ma bulle, tout le monde est différent. Moi, j'ai trouvé mes principales choses qu'il faut. Donc voilà, vous c'est peut-être la littérature, moi, c'est la musique, c'est le monde virtuel, c'est la passion de faire des films et tout. Donc voilà, et moi voilà, je voulais juste vous dire, merci pour cette question, ça me fait vraiment plaisir de répondre aux questions comme une FAQ ou des trucs comme ça. Donc voilà, merci beaucoup. Michel, juste un petit mot, effectivement, on avait un rajeuni de 60 ans,
avec la télé à table et les insultes au général de Gaulle. Voilà. Par contre, il y a un petit détail qui m'a gêné tout le long, c'est que il ne serait jamais rentré au collège ou au lycée avec les cheveux qu'il avait. C'est ça, oui, on me le dit beaucoup, hein. Ça revient beaucoup, hein, qu'il n'aurait pas dit. On avait les cheveux plus courts, en effet, vous avez raison. Ah ben oui. Vous avez tout à fait raison. Oui, oui. Après, je vais vous dire, hein, et tout, parce que je suis malin et tout ça, mais je n'ai pas voulu faire une reconstitution historique. Hein. Quand même, hein. Mais c'est vrai, un peu, hein. C'était notre désir, en tout cas. D'abord, on n'en avait peut-être pas les moyens, mais surtout pas l'envie, hein. Et voilà, mais vraiment, vous avez tout à fait raison sur ça. Mais par exemple, vous avez vu dans les rues, hein, on n'a mis personne, quoi. Il faut que ce soit l'univers mental. On est quand même dans la tête hein, de l'enfant et dans l'univers. Hein, c'est très mental quand même. Hein. Et c'est pour ça, on n'a mis personne dans les rues. On a profité de la beauté, quoi, de Lyon et tout ça, hein, de ce vieux Lyon, ces rues labyrinthiques et théâtrales. Et par exemple, je voulais pas hein, de voitures d'époque, hein, de 4 chevaux, de Dauphine. Hein. On a mis des voitures américaines noires parce que pour que ça ressemble un peu voilà, au cinéma que j'aimais, quoi, hein, et décalé un peu. Un peu BD, hein, vous avez vu, même les barbouzes, hein, c'est Tintin. Hein. C'est vrai, hein, c'est très BD aussi. Alors, il y a un truc comme ça sur l'épure visuelle, mais qui passe aussi par certaines scènes qui fonctionnent deux fois. Je pense par exemple à la scène de postage de la lettre, qui est jouée deux fois dans deux ambiances lumineuses très très différentes, etc. Et je pense aussi à la scène des pompes militaires, qui là aussi est rejouée deux fois, notamment avec le même dispositif formel d'avant-plan qui apparaît disparaît, tout ça. Ça, c'est quelque chose que vous avez pensé à l'écriture. Qu'est-ce que ça paraissait apporter de rejouer en décalant ces séquences? Vous avez vu, hein, ça c'est bien volontaire hein, quand même. Hein. J'en doute pas. C'est en deux parties quand même. Hein. Et dans la deuxième partie, hein, c'est l'histoire donc hein, de Émile et Lucas, et c'est l'histoire d'une reproduction. Hein. C'est un garçon qui reproduit hein, ce qu'a fait son père sur lui, quoi, sur plus faible que lui. C'est là où il y a quand même perversion quand même dans ce système hein, d'embrigadement. Hein. C'est-à-dire qu'on trouve toujours plus faible que soi pour reproduire ce qu'on a subi. Donc ce qu'il faisait, hein, revenir les scènes deux fois comme ça, comme les pompes, il prend la place du père. Enfin, c'est quand même prendre la place du père. Non. Je me sens très aimée ici, donc merci. Ça va, Non, ne vous inquiétez pas. Aussi... prendre la place du père. Voilà, prendre la place du père. Pardon, j'ai un trouble de mémoire, je suis vraiment désolée. Prendre la place du père. C'est joli un trouble de mémoire. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Là, en plus, c'était la première scène, les pompes, et c'était... vous vous rendez compte, première scène, peine des pompes. Donc franchement... c'est pas le cinéma. Voilà, c'est une bonne première scène. Et ouais, c'est vrai qu'il y a deux parties. On sent vraiment qu'il y a le délire du père, et puis il y a le délire du père plus l'enfant. Donc vraiment, et puis il y a l'enfant qui délire avec lui, avec Tom. Et donc voilà, je trouvais ça très bien que c'était en plusieurs chapitres. Ça correspondait un peu au livre, et donc voilà. On a effectivement, ça c'est vraiment en partie pris d'écriture, donc le système d'écho pour la reproduction, mais aussi de faire deux parties sur la partie Lucas, et la partie Émile et la partie Lucas, alors que dans le livre il y a plusieurs mouvements en réalité. Mais c'était ça, je me souviens de la difficulté de ces choix-là justement, parce qu'on a dû renoncer à pas mal de choses de la partie Émile, qui était très fictionnelle. En fait, il y avait beaucoup d'histoires que racontait le père, qui étaient intéressantes et drôles, et qui jouaient dans la violence que subit Émile, mais pour garder vraiment cette articulation autour de Lucas en deuxième partie, il fallait faire des choix. Je me souviens et je me souviens aussi du fait qu'en écrivant, j'ai eu hâte de l'arrivée de Lucas, à un moment donné, parce que dramaturgiquement... Merci, on n'a même plus de micro alors. Entendez quand même. Restez s'il vous plaît. On n'a plus rien, là il n'y a plus rien. Ce cinéma est en train de fermer sans nous. C'est le couvre-feu, c'est ça. On a rétabli le couvre-feu. Bon. Ah mais la petite dernière, il faut parler très très fort, c'est la vraie dernière. Je vais parler très fort. Oui. Il y a un détail qui m'a un petit peu interpellée. J'ai exactement le même âge qu'Émile, enfin l'âge qu'il avait en 61. Oui. Et jamais, à l'époque, au grand jamais, un garçon, surtout un garçon ayant un père à la virilité si exacerbée,
on aurait dû des bibliothèques roses. Et ça aurait été la honte s'ils avaient ouvert une bibliothèque. Là, mais alors, les livres, tu sais, qui étaient dans tes rayons, là. Et madame a raison, il y avait la bibliothèque rose et verte. Et moi, j'avoue que j'aimais bien la rose, et donc comme c'est un peu des souvenirs personnels, c'est pour ça. J'ai pas du tout pensé à ça. Et moi, j'aimais bien aussi, vous savez, les 6 compagnons de la Croix-Rouge, c'était la bibliothèque verte. Mais si, quand même, dans la bibliothèque rose, il y avait le club des 5, c'était quand même assez viril, non? Ça se défend, ça va se défendre Il y avait en pas dehors que- de la salle. il y avait pas dans la que discussion Fantomètre. privée. Merci beaucoup à tous les six. Merci, hein, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci, Tom. Merci.